se retrouve pour la suite de la vidéo précédente où je vous ai expliqué mon rapport à l'argent et ce besoin donc de me retirer pour apprendre à faire dans l'être, à faire en conscience, à faire non pas pour nourrir des parts blessées, mais à faire de manière éclairée, consciente et équilibrée, à faire dans mon unicité. Et donc je vous disais que l'ego était supra-intelligent et que ce cher bonhomme, et donc c'est là où en fait je suis en train de me réconcilier avec l'ego parce qu'il est d'une ingéniosité extraordinaire. Et donc c'est vrai que dans ces milieux-là, on crache sur l'ego à tout va. Alors pour donner bonne conscience, on se dit qu'il ne faut pas rejeter l'ego fait partie de toi, l'ego est une bonne chose, il faut le reconnaître, il faut le cajoler, il faut tout ça. Mais bon, franchement, la plupart du temps, moi, l'ego, il me cassait les burnes et j'avais pas envie qu'il me fasse chier. Et mon but, c'était, même si je me disais non, mais c'est une part de moi, mon but, c'était de, bon, allez, mets-toi de côté et laisse-moi être, tu vois. Mais en fait, je me rends compte que c'est un atout, vraiment, c'est un atout extraordinaire, quand il joue son rôle et que son rôle. Pourquoi ? Et là, je l'ai chopé au vol. Ça m'a mis 2 semaines, mais je l'ai chopé au vol. Parce que ça aurait pu traîner un moment, cette histoire. Dans ce désir de me retirer, de ralentir, parce que moi, je suis quelqu'un qui, dès qu'il a une idée, pouf, il fait. Idée fait, idée fait, idée fait, idée fait. Je fais ça depuis 33 ans et je suis fatiguée. Parce que tout ce que je fais, ça a du succès, mais c'est éphémère. Et là, je me rendais compte que ça avait de moins en moins de succès et c'était toujours plus éphémère. Tout ça parce qu'en fait, je me suis vidée de mon énergie parce que je dilapide mon énergie dans toutes les idées que j'ai. J'ai d'une pensée en arborescence, donc pour vous dire que des idées, j'en ai beaucoup à la minute. Donc, pour pallier à ça, j'ai décidé, pour en fait déjà me régénérer, j'ai décidé de ne plus rien faire, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, de me dépouiller de tous mes rôles. Mais bon, ok, je peux mettre mon corps au repos, mais ma tête, comment vous dire que c'est compliqué, parce que j'avais toujours autant d'idées à la seconde. Et je me suis dit, écoute, puisque de toute manière, tu n'as plus d'énergie pour faire dans la matière, tu vas faire dans ta tête. Donc c'est ce que je fais déjà depuis certains mois, certaines semaines, un nombre assez conséquent de semaines, depuis cet été. En fait, à chaque idée, pas à chaque idée, mais à chaque idée que j'estime, à chaque idée où j'ai l'élan de faire dans la matière, je me dis, ok, parce que des idées j'en ai plein, mais j'ai pas tout l'élan de les matérialiser. Mais j'en ai quand même beaucoup que j'ai envie de matérialiser. Et ça va être pour ceux qui ne connaissent pas la pensée en arborescence, ceux qui connaissent, ok, ceux qui ne connaissent pas pour que vous compreniez. Tu vas me dire, je vais par exemple, je vais discuter avec quelqu'un et ce quelqu'un me dit « Ah moi, j'organise, je fais ça. » Voilà, je sais, qu'est-ce que je pourrais dire moi, je fais, je sais pas, du yoga. Voilà, moi je suis prof de yoga. Moi j'entends, ok, tu es prof de yoga. Ah ouais, mais le yoga, alors là après ça commence dans ma tête. La pensée en arborescence, c'est que tu donnes un mot, et de ce mot se construit tout un arbre avec tout plein d'idées et de choses à faire. Donc en l'espace de 1 minute, allez de 5 minutes, j'ai potentiellement 10 projets. À partir du yoga, je peux arriver à te monter une retraite à l'autre bout du monde avec yoga plus ayahuasca, parce que j'aurais entendu la dernière fois l'ayahuasca et compagnie. Bon bref, au final, je te monte des trucs rocambolesques à partir d'un seul mot. Et c'est ça tous les jours. Donc, le problème, c'est que tu ne peux pas construire des projets si grands, enfin matérialiser de manière pérenne des projets si grands en un claquement de doigts. Ça demande du temps, de l'énergie, de l'organisation. Et c'est pour ça qu'en fait, toutes les idées que je mets en place, ok, elles sont cool, elles sont spontanées, mais flop. Pourquoi flop ? Parce que d'une, c'était une impulsion qui ne m'appartenait pas.
Parce que il y a aussi cette notion-là, alors là je m'égare un peu, mais c'est important de le développer ici, c'est que comme je suis poisson, je suis très perméable aux énergies qui m'entourent. Je suis très perméable aux idées. Mon design aussi, humain, mon design humain fait que quand je discute avec quelqu'un, quand j'ai un échange avec quelqu'un, j'ai la capacité à fusionner mon mental avec la personne. C'est-à-dire que la personne va pouvoir m'expliquer des choses très complexes. Alors si ça m'intéresse, par contre, si ça m'intéresse pas, ça marche pas. Une personne qui va m'expliquer des choses très complexes qui m'intéressent, et quand elle va me parler, c'est comme si je comprends très facilement ce qu'elle m'intéresse, ce qu'elle m'explique, j'intègre très facilement ce qu'elle m'explique. Pourquoi? Mais par contre, voilà, quand je suis en dialogue avec elle, je comprends tout, waouh, j'ai une expansion de conscience monumentale. Et dès que le dialogue est terminé et qu'en fait je reprends ma vie, je me souviens et que je dois retransmettre ce qu'on m'a expliqué, je n'y arrive plus. En fait, je retrouve plus les mots qui me semblaient tellement évidents, je retrouve plus les arguments, les constructions mentales, je les retrouve plus, j'arrive plus à les ressortir alors que c'était tellement évident. Et donc ça, dans mon Human Design, j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'en fait, quand j'ai un échange avec une personne, en fait, c'est comme si j'arrivais à me calquer sur cette personne, à être cette personne mentalement, à me brancher sur son mental, en fait. Et donc à être direct à la source, quoi. Alors il n'y a pas d'intrusion dans ce que je dis, hein, parce que la personne en face l'autorise, sinon c'est pas possible, inconsciemment. Et donc, pourquoi je vous dis tout ça? Oui, je vous dis tout ça, pourquoi? Parce que je vous disais que pour certains d'entre vous, vous avez la capacité, en fait, de capter des idées, des courants d'idées, qui en fait flottent tout autour de vous, mais qui ne sont pas pour vous. Donc pour quelqu'un qui a une pensée en arborescence, pourquoi il a cette pensée en arborescence? Parce qu'en fait, il est capable, alors déjà, il fonctionne par association, c'est-à-dire que pour un truc, il en construit d'autres, il ne fonctionne pas de manière linéaire. Quelqu'un qui fonctionne de manière linéaire, c'est très bien aussi, il en faut, fort heureusement. C'est des gens qui vont partir d'une idée et qui vont la développer de manière logique, qui vont pas s'éparpiller à droite à gauche. Voilà. Notre monde est fait pour fonctionner dans le mode linéaire. Pour ceux qui ont la pensée en arborescence, c'est très difficile de s'adapter à ce monde qui est, on va dire, monotâche, puisque la pensée par association, la pensée par arborescence, c'est on a l'impression qu'on peut faire plusieurs choses à la fois, mais en fait, comme on ne sait pas utiliser cette pensée en arborescence, on s'éparpille partout, et en fait, on est capable, oui, physiquement, psychiquement, de faire plusieurs choses à la fois, et donc on se dit, je vais faire plusieurs choses à la fois, puisque je peux faire. Mais en fait, on s'éparpille en faisant ça. On creuse notre propre tombe, on s'éparpille, on se vide de notre énergie. Celui qui a la pensée en arborescence, il ne faut pas qu'il devienne linéaire, il ne pourra pas, mais par contre, il faut qu'il apprenne à différencier les idées qui viennent de lui et les idées qui viennent de l'extérieur. Et donc c'est ça que je suis en train de faire moi. C'est-à-dire que si vous êtes perméable à tout ce qui vous entoure, vous êtes perméable au courant d'idées, aux pensées. En fonction de votre vibration, vous allez être connecté aux pensées, aux croyances associées. Donc je me suis surprise à avoir des idées, à les mettre en place et à me rendre compte que c'était pas du tout ce que je voulais. Le soufflet était retombé. Et une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi? Et la vie m'a guidée vers quelqu'un qui expliquait justement que, en fait, on captait, c'est comme si on était une antenne et qu'on captait des infos. Et plein d'infos, on capte plein de courants, plein de pensées à la seconde. Et s'il y en a une qui nous intéresse, eh bien du coup, on va essayer de la mettre en place. Mais
cette pensée, même si sur le moment, impulsivement, on croit que c'est pour nous, en fait, ce n'est pas pour nous. Et donc là, ce que j'apprends à faire, c'est à identifier les idées qui viennent vraiment de moi et celles que je capte de l'extérieur. Et donc pour ça, j'en reviens donc à ce que je disais tout à l'heure, je prends mon temps avant de matérialiser mes idées. Comment je fais? J'ai une idée. Avant, c'était le lendemain, même dans l'heure, bam bam, je mets tout en place pour faire. Et je me retrouve une semaine après, en fait, ça me fait chier de faire ça, j'ai plus envie. Mais bon, ouais, ok, tu t'as embarqué des gens avec toi, et en fait, bon. Et vous voyez, à chaque fois, c'est la déception de soi, parce qu'on se dit, mais j'ai encore échoué, ou machin. Et les autres aussi, bah, du coup, sont dégoûtés, puisque tu avais une super idée, et en fait, tout le monde s'emballe, et en fait, finalement, bah non, j'ai plus envie. Donc, en fait, ça a des répercussions qu'on soupçonne pas, mais c'est très destructeur pour soi, parce qu'on a l'impression qu'on est nul, qu'on sait pas ce qu'on veut, mais en fait, c'est simplement qu'on n'a pas appris à identifier, on s'est pas laissé le temps de savoir de si c'est vraiment ce qu'on veut. On est tellement enjoué de faire qu'on ne réfléchit pas. Donc là, je me laisse le temps. Et donc, à chaque fois que j'ai une idée qui m'emballe et que j'ai l'élan pour la matérialiser, stop, je me pose et Vous savez, comme dans la série où le mec, en fait, il est face à une situation, une série de science-fiction, le mec, il est face à la situation et en fait, avant d'agir, pendant une seconde, il étudie toutes les probabilités, toutes les situations. Si je me comporte comme ça finira comme ça, ça finira comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez? Et bien là, c'est exactement ce que je fais. Je me pose et des fois pendant une heure, pendant une demi-heure, une heure, même des fois à coup de plusieurs fois sur plusieurs jours, en fait, je monte mon projet dans ma tête. Et je me dis, ok, si je faisais ça, du coup, qu'est-ce qui se passerait? Du coup, je continue, je laisse mon imagination construire le truc. Puis à un moment donné, il y a un truc, ah non, finalement, je veux pas que ça se passe comme ça. Je reviens en arrière. Ok, je refais comme ça. Non, finalement, hop, je reviens en arrière, je refais comme ça. Et donc, je teste, en fait, je matérialise le truc, mais dans ma tête. Et le truc, c'est que au-delà du kiff, c'est surtout que ça m'apporte un réel enseignement. C'est comme si, en fait, en l'espace de quelques heures, j'avais acquis une certaine connaissance que j'aurais mis, une certaine expérience que j'aurais mis peut-être des mois à acquérir. Alors effectivement, on est d'accord que la pratique ne remplace pas la mentalisation, la visualisation. Mais dans mon cas, je peux vous assurer que c'est extrêmement bénéfique et que non seulement ça me fait gagner de l'énergie, du temps, mais surtout, c'est ça surtout, ça me fait gagner de l'énergie et du temps. Et en fait, ça me fait surtout gagner en confiance, c'est-à-dire que je suis plus dans l'échec. Comme j'ai travaillé ça dans ma tête, et je n'ai impliqué personne, et j'ai tiré les enseignements que je voulais tirer. Voilà. Et donc, enfin, j'arrive à ce que je voulais en venir. Dans cette envie donc de retrait, dans ce besoin de retrait pour prendre le temps de réfléchir avant de faire, tout ça, essayer de faire dans l'être, ce qui est tout à fait noble. Voilà-t-il pas que mon petit ego, j'ai surpris mon petit ego à choper cette opportunité au vol pour nourrir une part blessée encore qui est en moi. Alors, attention, quand je vous ai dit que l'ego était ingénieux, il est ingénieux, vraiment. Comment j'ai compris que l'ego était venu fourrer son nez là-dedans et comment dire, faire perdre de sa pureté, de son efficacité à cette retraite, à ce ralentissement. J'ai compris ça à l'occasion de 2 séances de breathwork. Je ne sais pas si vous connaissez le breathwork, c'est, alors je l'écrirai en sous-titre, alors en français breathwork, exercice de respiration. Je ne sais pas si vous connaissez ça, je vous en parlerai juste après. Le principe, c'est pendant les breathwork, c'est qu'en fait, ça dure 1 heure, 1 heure et demie,
et vous respirez fort. Et en fait, vous remplissez votre corps d'oxygène. Parce que quand on respire normalement, on a un taux de dioxyde dans le corps, on a un taux d'oxygène, mais on a un taux de dioxyde dans le corps, et dioxyde de carbone dans le corps, qui fait que notre corps est un peu endormi par ce dioxyde de carbone. Le taux d'oxygène sur Terre, il n'est pas très élevé. Pendant ces séances-là, alors je ne veux pas dire que tu satures ton corps en oxygène, c'est pas vrai, mais tu diminues considérablement le taux de dioxyde de carbone dans ton corps. Ce qui fait que, je précise que l'oxygène porte le prana, l'énergie vitale. D'accord ? L'oxygène, le prana rentre, entre autres, dans notre corps par l'oxygène et alimente notre corps comme ça. Le prana, c'est quoi ? C'est ce qui fait vivre nos cellules. C'est la nourriture des cellules, des atomes, de tout ce qui existe. Si le taux de prana, le taux d'oxygène dans les cellules est bas ou est pas très haut, alors les cellules sont un peu, elles fonctionnent bien, mais bon, elles sont pas au top de leur efficacité, tu vois. C'est comme d'ailleurs, si toi, on dit qu'il faut bien aérer les pièces, parce que si le taux de dioxyde de carbone augmente dans les pièces, eh bien, tu peux te sentir un peu fatigué, essoufflé, voilà, bon, je dis ça, mais en fait, ça n'arrive pas, hein, voilà. Les maisons sont toujours pleines d'oxygène, tout ça. Mais bon, bref. Et le principe du breathwork, c'est qu'en fait, tu te remplis de beaucoup d'oxygène, beaucoup de prana, et tout ton corps s'éveille. C'est comme si tu montais le volume de ton être. Et là, ton corps, par exemple, tu peux avoir mal là ou mal là, voilà. Tu as des petites douleurs un peu partout. Mais certaines parties de ton corps n'ont pas assez d'énergie pour te parler. Et donc, elles chuchotent et tu sens pas vraiment la douleur, tu sens pas vraiment, en fait, clairement le message. Et le breathwork, entre autres, parce qu'il fait d'autres choses, il donne de l'énergie à toutes tes cellules et donc il augmente le volume de vitalité, il les charge en énergie et donc du coup, leur voix porte. Et donc là, les cellules peuvent t'envoyer des messages, ton corps peut t'envoyer des messages. Et donc, par la douleur, ça peut aussi être des messages aussi de joie, tout ça. Mais nous, là, ce qui nous intéresse, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui cloche à l'intérieur de moi. Donc là, le breathwork a permis à mon corps de m'envoyer des messages. La première fois, ça fait 2 fois que je le fais, j'avais extrêmement mal dans les mains. J'avais senti mes mains chargées à fond, elles étaient toutes crispées. Et ça faisait mal quand même. Et à la fin de la séance, ensuite, quelques heures plus tard, je me suis mis à avoir un petit peu mal au bras droit. Et ça a fini par passer. Tout est redevenu normal. Et là, hier, j'ai refait une séance de breathwork. Et là, waouh, qu'est-ce que j'ai eu mal à mes mains. Mais alors à la main droite, c'était chaud. C'était chaud, ça faisait vraiment mal. Et depuis, là maintenant ça va un peu mieux. Depuis j'ai compris. J'ai dit c'est bon, j'ai entendu le message, merci. Eh bien, pareil de nouveau, j'avais mal à mon bras. Oh là là, mon poignet, mon bras droit, c'était horrible. Et je me suis dit, bon là, visiblement, ça fait 2 fois. Et je dis, mais pourquoi j'ai pas mal au bras gauche ? Pourquoi j'ai mal au bras droit ? Parce qu'au début, je me suis dit, ouais, bon, c'est parce que c'était tellement intense, la séance, que... voilà, Et après, je me suis dit, mais oui, mais c'était aussi intense du côté gauche. Pourquoi j'ai pas mal au côté gauche ? Et donc, c'est là que je vais commencer à me dire, bon, je vais peut-être aller voir la signification de la douleur au bras droit. Et alors là, j'étais choquée. Parce que ce que ça disait, c'était que j'avais envie de faire, mais que je m'interdisais de faire parce que j'avais peur que ça échoue, j'avais peur de ne pas y arriver, j'avais peur de ce qu'on allait penser de moi, j'avais peur de faire. Donc mon bras avait envie de faire, mais il y avait une croyance à l'intérieur, une peur
qui l'empêchait de faire, une sorte de contraction qui me retenait le bras, voyez. Et j'étais là, mais... Et donc c'est là que j'ai commencé à comprendre. Je me suis dit, mais... Parce que tout en voulant me retirer, j'ai senti que j'étais dans l'excès. Mais bon, c'était une expérience que je devais faire. Je l'ai faite. Et tout en me dépouillant d'absolument tout, parce que j'en avais vraiment besoin. Vraiment, ça m'a fait un bien fou de me dire que je n'avais plus aucune utilité pour cette société pendant quelques jours, quelques semaines. C'était très reposant. Mais, les jours passant, j'ai fini par me dire, bon, là ça va mieux. Bon, ok, il y a quand même des choses compliquées à gérer dans le domaine perso, mais ça va, tu vas t'en sortir. Et je me suis dit, il y avait un truc qui clochait dans cet excès de retrait. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Et je sentais monter en moi cette peur de faire, mais je ne l'avais pas vraiment vue. Et donc là, voilà que mon bras me raconte ça. Et là, je me suis dit, nanana. Oui, parce que oui, la deuxième fois, je ne vous ai pas dit, j'ai pris des notes, j'avais mal à la mâchoire droite aussi. La mâchoire, donc j'ai regardé la signification, c'est quand j'ai commencé, parce que j'ai eu mal au bras, et comme mon corps s'est dit, cette mongole, elle comprend rien, on va envoyer un peu plus la sauce, on va maintenant lui envoyer un message dans la mâchoire à droite. Ici, là. Vous voyez, dans l'articulation, là, je sais pas comment on dit, bon bref, maxillaire ou je sais pas quoi. Et là, je me suis dit, ah ouais, j'ai mal quand même là. Et je me suis dit, et mon corps, il a dû sauter de joie, dire, ah ça y est, elle a compris la mongole là. Alors du coup, je suis allée voir le bras et voir la mâchoire. Et la mâchoire qui en rajoute une couche et qui dit, eh bien en fait, non seulement tu as peur de faire, de peur de l'échec, mais tu as aussi peur de dire ce que tu es, même si tu le dis déjà pas mal, je trouve. Tu as aussi peur de partager tes idées, tu as aussi peur d'être véritablement vrai, encore plus que ce que tu penses l'être. Et c'est vrai, parce que depuis cette retraite avec Ophélie, où on a fait des choses que j'ai trouvées assez ouf, notamment cette séance de breathwork, aussi on sait le silence, et qui n'est pas rien, et on a aussi fait du yoga Kundalini, on a aussi, chose que je n'avais jamais faite, c'est super, et on s'est aussi baigné dans la rivière à 10 degrés. Jamais de ma vie j'aurais fait ça. Moi déjà l'eau à 28 degrés elle est froide, tu vois. Donc dans une eau à 10 degrés. Et là j'ai fait des choses que je faisais jamais. Et je me suis dit, waouh, mais tu es capable quoi. Non seulement tu te baignes dans une eau à 10 degrés, mais en plus de ça, tu as réussi à faire croire à ton mental que cette eau elle était chaude. C'est incroyable. Bon. Et je me suis perdue encore dans mes trucs. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc du coup, ma mâchoire. Donc voilà, voilà. Et je me suis dit, attends. Est-ce que mon cher petit ego n'aurait pas profité de cette retraite pour encore se gloutonner ? Parce que, je vous la fais courte donc, je me suis rendu compte que j'étais en train de rentrer dans un nouveau cercle vicieux. Puisque je l'avais coupé de son festin de reconnaissance, eh bien, il s'est dit, ok, je peux pas me goinfrer de reconnaissance, je vais alors me goinfrer de la peur de l'échec. Voilà. Donc, du coup, et c'est là où je sentais qu'il y avait un truc chelou dans ce retrait excessif. Et donc, il s'est dit, voilà, écoute, pépère, là, du coup, la nana, elle fait plus rien. Donc, le fait de me retirer totalement et de ne plus rien faire, ça me poussait à avoir encore plus envie de rien faire, mais c'était au-delà du repos. C'était qu'en fait, je me suis mis à avoir peur de faire. Rien que pour faire cette vidéo, je m'y suis repris à 2 fois. Hier, je l'ai faite, je l'ai supprimée. Parce que, je sais pas, j'avais peur que ce soit pas ce qu'il faut, bon bref, donc j'ai laissé passer la nuit. Et là, ce matin, je me suis dit, bon, arrête un peu. Ça va très bien se passer, tu fais des choses naturellement, et voilà. Donc, je l'ai refaite.
Et donc en fait, là où l'ego était malin, il a profité donc de cette volonté de me retirer sainement pour ralentir. Il a profité de ça pour nourrir cette peur de l'échec, cette peur de faire. Et donc, en me poussant à ne plus vouloir rien faire du tout. Parce que je sentais que j'avais quand même des élans, parce que j'ai compris qu'il fallait que j'y aille doucement. Que je reprenne des activités doucement, que je fasse des petits trucs doucement, en réfléchissant, en prenant le temps, vraiment, et pas à me lancer comme une fusée comme je faisais à chaque fois. Ça, j'ai compris, c'est ce que je vais faire. Mais je sentais qu'il y avait cette peur de faire. Et je me suis dit, mais c'est chelou quand même, pourquoi tu as peur de faire? Et donc j'ai compris, voilà. Et donc je n'ai pas envie de retomber, je n'ai pas envie de tomber dans ce nouveau cercle de peur de l'échec. Donc, je le vois clairement. Et donc, comment on se guérit de la peur de l'échec? En faisant, tout simplement. Comment on guérit du manque de confiance en soi? En faisant, tout simplement. En faisant, avec, à son rythme, sans se mettre la pression. Quoi que je vais faire maintenant, je instaurerai un cadre pour que je sois parfaitement à l'aise avec une bonne énergie derrière. Sinon, je ne fais pas. Donc l'ego, en fait, il est très ingénieux, pour en revenir donc à ce que je disais au début, il est très ingénieux, puisqu'il est capable de tirer avantage de toutes les situations. Quelque chose qui avait l'air d'être tout à fait noble, se retirer pour ralentir, il a trouvé le moyen d'utiliser ça pour nourrir une peur. Il s'est dit, je vais la pousser à ne plus rien faire du tout pendant longtemps pour alimenter cette peur. Alors, tu te dis, c'est complètement con. Pourquoi l'ego voudrait alimenter cette peur? Mais parce qu'en fait, l'ego, il croit bien faire quand il fait ça. L'ego, lui, il est là pour nous protéger. Il est là pour... il est là pour nous protéger. Alors, on te dit, en quoi est-ce qu'il nous protège quand il nourrit cette peur de l'échec? En fait, l'ego, pourquoi il a peur de l'échec? C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. C'est que l'ego, son point de référence, c'est le mental. Quelle est la différence entre l'ego et le mental? L'ego, c'est un personnage. Bon, il a multiples facettes, mais l'ego, c'est un personnage. C'est une personnalité. Et cet ego se base sur le mental pour faire et réagir. Le mental, c'est quoi? C'est le cerveau, c'est toute la base de données mentales, les pensées, les croyances, les souvenirs. Et donc, moi, dans ma base, comme dans le passé, proche ou lointain, j'ai eu la sensation d'échouer de multiples reprises. Attention, je dis sensation d'échouer, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément échoué d'un certain point de vue, d'accord? Pour certains, là je vous parle de l'échec, mais peut-être que certains d'entre vous vont dire, mais Amandine, mais échouer, mais elle n'a pas échoué, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle fait des choses bien depuis, c'est ce qu'on m'a dit. Donc de l'extérieur, visiblement, les gens n'ont pas l'impression que j'échoue. Et c'est pour ça que je précise bien, de mon point de vue, j'ai eu cette sensation d'échouer en faisant. Donc l'ego croit qu'en faisant, puisqu'il se base sur ce qui a été vécu, pour lui, si tu fais, tu échoues. Donc faut rien faire. Il est aussi simple que ça, il est binaire l'ego. Donc, pour me protéger, pour m'empêcher d'échouer, il va me pousser à ne rien faire. Amandine, ne fais pas, tu vas encore échouer comme avant. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il a l'impression de bien faire. Il n'est pas vicieux, l'ego. Quand je dis tout à l'heure, il est ingénieux, il est vicieux. L'ego n'est pas vicieux. L'ego, lui, il est vraiment droit dans ses bottes. Il est juste, il sait ce qu'il a à faire pour me protéger. Donc je me moque de lui en disant ça, mais lui, il n'est pas là pour me faire du mal. Il est vraiment là pour me protéger. Amandine, si tu fais, tu échoues, donc ne fais pas. Et donc c'était là-dedans que j'étais en train de rentrer. Et ça aurait pu durer encore un certain temps. Mais j'ai décidé que c'était terminé. C'est bon, je l'ai vu. Donc, je ne vais pas pour autant sortir de ma retraite ou de mon ralentissement. Mais par contre, je ne vais pas m'empêcher de faire si j'estime que c'est bon. D'accord?
Voilà. Donc, je vous partage ça aussi, puisque ça peut peut-être vous parler. Donc, tout ça pour vous dire que je vais reprendre du service, alors je ne sais pas quand, comment, tatitata, mais, enfin si j'ai déjà quelques petites idées, vous vous en doutez, mais voilà, pas de pression, j'y vais cool, et surtout je réfléchis à l'énergie que je mets dans ce que je fais. Donc, je vous annonce donc que je prévois de faire des séances de faire ce que j'appelle donc des breathwork cérémonies. Voilà, donc des séances de breathwork cérémonie. Ça va être des séances sur 2 heures à peu près, où nous allons faire ça en groupe. Alors, ce sera en présentiel. Je ne ferai plus rien en distanciel, normalement, parce que le présentiel m'appelle beaucoup plus, et je préfère. Donc je ferai tout en présentiel. Je prévois aussi de faire, ça fait un moment que ça me trotte, et c'est les livres de Seth qui m'ont inspiré de ce côté-là. J'aimerais faire des cours de perception extrasensorielle. Alors, ce ne sera pas des cours hebdomadaires ou des cours, des abonnements, tout ça, parce que je suis beaucoup trop... on va utiliser un terme positif. Je suis beaucoup trop volatile, instable, je ne sais pas comment on peut dire, mais je suis beaucoup trop, comment on dit, spontanée, et je déteste les abonnements. Je déteste les abonnements, je déteste les trucs routiniers. Rien que de dire le mot, ça m'oppresse. Donc, ce seront des cours en présentiel aussi. Et le but, ce sera, parce que ce sont des choses que je fais pour moi, et que j'aimerais vous partager, mais ça se fait en présentiel, ça se fait pas en distanciel. Quoique je dis ça, autant demain je dire autre chose, bon bref. Et le but, en fait, ce sera de vous montrer à quel point vous êtes intuitif, à quel point vous êtes médium, à quel point vous êtes ultra connecté. Peu importe qui vous êtes, j'ai des exos qui vont vous prouver par l'expérience, et vous serez bluffé par l'expérience, que vous avez tout en vous, que vous êtes déjà médium, que vous êtes clairvoyant, que vous savez, que vous avez ça en vous. D'accord ? Voilà. J'aimerais aussi organiser avec quelqu'un, alors ça ce sera en... Quoique non, ça j'ai envie de dire... j'allais vous dire que j'allais faire ça en présentiel. Bon, en fait, je sais pas, mais j'ai adoré le yoga Kundalini que j'ai découvert avec Laurent. Mais Laurent est à Paris. Je suis à côté de Nîmes, autant vous dire que c'est pas à côté. Et j'aimerais en fait organiser des cours de yoga Kundalini en présentiel dans ma campagne avec Laurent à distance. Donc j'aimerais organiser des cours de yoga Kundalini. Mais je me dis pourquoi pas faire ça aussi en ligne pour le coup. Bon, on verra. Et entre tout ça, faire des pauses, bien évidemment, puisque je me délecte des livres de Seth. Voilà. Enfin, moi, de toute façon, je vous parle de Seth comme la 8e merveille la 8e, la 7e, je sais plus, merveille du monde. Mais vraiment, enfin, ça, je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde. Mais Seth, il est avec moi tout le temps. Et si vous voulez vraiment... en fait avancer sur vos croyances et sur la compréhension de vos mécanismes de création, parce que la base elle est là en fait, on est là, peut-être pas tous, hein, mais moi en tout cas je suis là pour comprendre de quelle manière je crée ma réalité. Et donc Seth il parle des croyances de fond. Les croyances de fond, ce sont les croyances fondations qui sont tellement bien ancrées que vous ne les voyez plus. Pourtant elles sont bien là et bien conscientes, c'est-à-dire que quand vous les découvrez, quand vous les voyez vraiment avec vos yeux, vous vous dites « mais je le savais déjà ça ». Mais c'était tellement normal que pour vous, c'était pas une croyance, c'était c'était un truc invisible qui était là et qui était normal pour tout le monde. Non, 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 c'est ça aussi le principe des croyances de fond, c'est que... et c'est pour ça qu'il y a une telle diversité dans ce monde, c'est que les croyances de fond sont tellement diversifiées
que ça crée un monde aussi diversifié. Et donc tout plein de conflits, puisqu'il manque ce respect, en fait, ce respect de la diversité mentale ou tout autre. Donc voilà, toujours dans ma vague R, à étudier mes croyances. Et du coup, je peux vous dire que c'est extrêmement bénéfique, puisque quand tu comprends le mécanisme qui crée ce que tu ne veux plus, moi typiquement, ma croyance qui était que l'argent souille mon service, ben, quand tu vois le mécanisme qui... Parce que en fait, ça je le voyais déjà. En fait, la nuance, c'est vraiment très important. Ben là, du coup, je reviens à la première vidéo, à la vidéo précédente, où je vous explique pourquoi j'ai compris pourquoi j'échouais professionnellement, pourquoi je n'arrivais pas à faire de l'argent, à recevoir de l'argent, en tout cas à hauteur de ce que j'espérais, parce que j'avais cette croyance que l'argent souille mon service. Bon, si vous voulez en savoir plus, vous allez voir la vidéo précédente. Et donc, puisque j'ai compris... Parce qu'en fait, je le voyais, ça, je le voyais bien, que j'avais vu clairement que j'avais la sensation que si je faisais payer, c'était pas juste. Donc ça, je l'avais vu, je l'avais compris. Mais ce que je n'avais pas compris, c'était pourquoi j'en étais arrivée à cette croyance. Et c'est vraiment tout le mécanisme derrière qui est important. Parce qu'on a beau savoir quelque chose, si on ne comprend pas comment elle fonctionne, on ne peut pas s'en débarrasser. Et maintenant que j'ai compris, là oui, je peux définitivement m'en débarrasser. Et enfin, changer ma croyance de fond. D'ailleurs, ma nouvelle croyance de fond, ce serait quoi? Ce serait que l'argent est créateur. Ouais, ça c'est ma nouvelle croyance de fond. L'argent est une énergie créatrice. Avec de l'argent, on peut créer. Voilà. Voilà. Vous voyez? J'ai pu changer ma croyance de fond. Et donc, je vais maintenant garder en tête tout ça et m'atteler à créer ma nouvelle réalité sur des croyances non pas dont je suis victime, mais que j'ai choisies. Voilà tout l'intérêt d'étudier, de prendre le temps d'étudier ces croyances. Et je peux vous assurer que pour faire ça, vous n'avez besoin de personne. Je vais mettre en place des outils pour vous y aider, mais j'y suis arrivée sans personne. Alors oui, effectivement, il y a les livres de Seth, d'accord? Mais en fait, une fois que tu as lu les livres de Seth, si tu fais pas l'effort de mettre en pratique ce qu'il te dit, de méditer, alors quand je dis méditer, c'est de faire de ta vie une méditation, et donc de t'écouter à chaque instant, de te regarder vivre à chaque instant, de t'interroger sur tes croyances, eh bien, ça ne changera pas, ça ne viendra pas tout seul. Il faut quand même faire un effort personnel. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à bientôt puisque j'ai encore du flux sous le coude. J'ai encore des choses à vous dire et notamment sur la multidimensionnalité. C'est ce matin, j'ai eu, petit teaser, je suis fascinée par cette histoire de temps et j'ai besoin de comprendre comment fonctionne le temps. Petit teaser, le temps sur Terre est linéaire, passé, présent, futur. En réalité, le temps n'est pas du tout linéaire, le temps est vertical et tout existe au même instant. Le passé, le présent, le futur, tout ce qui est existe en un claquement de doigts. Alors, je ne vais pas développer plus, mais je commence à comprendre un peu ce système-là. Il me manque encore beaucoup de choses, une infinité de choses, mais on va dire qu'il manque encore quelques détails à mon mental, à mon cerveau, pour... Alors oui, je sais qu'il y a des choses qu'on ne mentalise pas, il faut être dans l'être et compagnie, il faut écouter avec le cœur, bon bref. Bon. Mais à un moment donné, on a un cerveau, donc c'est bien pour s'en servir, ok? Donc, il manque
En fait, il me manque encore quelques petites données pour arriver à conceptualiser de manière compréhensible pour nos cerveaux cette notion de multidimensionnalité et de tout ce qui existe en un instant. Que tout ce qu'on appelle vie antérieure se passe exactement dans ce même instant. C'est comme si en fait tout ce que nous sommes tient dans ce... Voilà. Vous voyez le truc? Je sais, c'est ouf. Mais je tiens un truc et je vais arriver, j'ai demandé à Seth, d'ailleurs ce matin, quand j'étais dans mon demi-sommeil, j'ai demandé qu'il m'envoie une image pour conceptualiser ça. Et généreux qu'il est, il l'a fait. Merci Seth. Et donc, je commence à avoir une petite esquisse de ce fabuleux concept. Et donc, je vous le partagerai quand j'estimerai qu'il sera prêt. Je vous fais de gros bisous pour de vrai cette fois-ci, pour de bon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao. Et pensez à vous reposer.